RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Moun qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moun qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moun qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote comprendre et surtout, gardez l'écoute. Radio Fréquence Caraïbes vous présente Moun qui fait l'Europe sur les fréquences 89.5 et 106.6 ou sur www.fréquencecaraïbes.com. Une émission 100% locale et 100% européenne. Bonjour, je m'appelle Pauline, je représente le Centre Europe Direct et aujourd'hui, nous allons parler de la place de la femme au sein de l'Union européenne. En cette année 2025, précisément le 9 mai, nous fêterons les 75 ans de la déclaration de Robert Schuman qui a conduit à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, appelée aussi CECA, qui est aujourd'hui l'Union européenne. Beaucoup d'événements marquants de l'histoire de l'Union sont rapportés aux pères fondateurs. Les plus connus sont Altero Spinelli, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak ou encore Joseph Beck. Robert Schuman est né au Luxembourg en 1886 et grandit au carrefour de l'Europe entre l'Allemagne et la France. Il finit par s'installer à Metz en 1912, encore allemande. Il est ensuite membre du gouvernement français et devient ministre des Affaires étrangères en 1948. Il est pour lui fondamental dès la sortie de la Deuxième Guerre mondiale de renforcer les liens européens pour une paix durable en Europe. Le premier projet européen fait suite à la déclaration Schuman du 9 mai 1950 qui aboutit à la création de la CECA. Le 9 mai 1950 est aujourd'hui célébré comme la journée de l'Europe. Il devient aussi le premier président de l'ancêtre du Parlement européen, l'Assemblée européenne. Jean Monnet est un Français qui s'est fait connaître lors de la Première Guerre mondiale. Il est chargé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale du plan de modernisation et d'équipement de la France. L'Allemagne se reconstruit étrangement plus rapidement que la France et Jean Monnet s'imagine souder des liens entre ces deux pays que le destin a toujours mis dans des camps opposés. De ce constat naît l'idée d'une mise en commun de la production de charbon et d'acier et naît le projet de la CECA, idée qu'il soumet à Robert Schuman. Mais son autre grand projet, la Communauté européenne de défense, échoue en 1954 et il démissionne de son poste au sein de la CECA. Il œuvre ensuite pour une fédération européenne toujours plus ambitieuse qui a abouti à la création de la Communauté européenne économique en 1957. Alcide de Gasperi est membre du gouvernement italien après la Seconde Guerre mondiale et un fervent militant de l'idée européenne. Il devient une figure majeure de l'instauration de la démocratie italienne et souhaite voir son pays briller sur la scène internationale en participant activement à la création du Conseil de l'Europe et l'adhésion de l'Italie au plan Marshall. Il répond à Robert Schuman pour la création de la CECA, souhaitant la participation de l'Italie. Il est un fervent défenseur de la création de la Communauté économique européenne. Altero Spinelli est un Italien et opposant au fascisme. Il a été arrêté pendant l'entre-deux-guerres. Il a rédigé en 1941 le manifeste fédéraliste de Ventotene. Il crée dès la chute de Mussolini le mouvement fédéral européen et joue un rôle majeur dans la jeunesse du projet de la Communauté européenne de défense. Il remet en question la légitimité de l'État-nation en œuvrant pour un fédéralisme européen toujours plus poussé. Il participe à la montée en puissance de ce qui deviendra le Parlement européen qui gagne en compétences grâce à son combat. Konrad Adenauer est le premier chancelier de la RFA à partir de 1949. Il signe pour l'Allemagne le traité créant la CECA et le traité de Rome créant la CEE. Son long mandat de chancelier lui a permis de positionner l'Allemagne comme un des premiers pays membres de l'Union européenne. Il affiche son engagement pour la construction européenne et sa volonté de réconciliation avec la France avec le général de Gaulle. Comme Angela Merkel 50 ans plus tard, il voit le partenariat France-Allemagne comme la clé de la paix en Europe. Paul-Henri Spaak est un socialiste belge qui a joué un rôle précieux dans l'élaboration du traité de Rome créant la CEE. Le rapport du comité Spaak, chargé de faire des propositions pour poursuivre l'intégration européenne après l'échec de la CED, a servi de base pour le traité de Rome. Il a longuement été membre du gouvernement belge avec différents postes et il est élu premier président de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais il a surtout joué un grand rôle dans l'élaboration de la CEE, voulant ancrer la Belgique dans un camp des grandes puissances occidentales. Il défendait fortement l'idée d'une Europe supranationale, une Europe fédéraliste. Joseph Beck, juriste luxembourgeois, a eu de nombreux postes, ayant été député et plusieurs fois membre du gouvernement. Il s'exile lors de la Seconde Guerre mondiale et tire des leçons de ces deux guerres. Il devient l'un des principaux artisans de la redéfinition de la politique étrangère du Luxembourg et œuvre pour l'abandon de la neutralité et l'adhésion de l'OTAN. Il a obtenu que le siège de la CECA soit au Luxembourg.
La construction de l'Europe politique doit beaucoup à des hommes qui, de Charlemagne à Victor Hugo, en ont rêvé. Les pères fondateurs, par analogie avec les pères fondateurs des États-Unis, sont appelés ainsi par leur participation à la création et à la conception de ce que sont les fondements de l'Union européenne actuelle. C'est un groupe historiquement défini de 7 à 11 personnalités politiques européennes, les premiers promoteurs et défenseurs d'une Europe unie par des traités de libre-échange, tous motivés par la réconciliation des nations européennes. Mais qui sont les mères fondatrices, qui ont elles aussi participé à l'élaboration de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Car les pères fondateurs sont souvent des personnalités connues, au moins quelques-unes, pour avoir mis leur pierre à l'édifice de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Mais certaines femmes ont elles aussi apporté leur pierre à l'édifice et ont permis de faire évoluer l'Union européenne, étant donc appelées les mères fondatrices. Louise Weiss peut être considérée comme précurseur de l'Union européenne, connue pour son combat pour le droit de vote des femmes à travers l'Europe. Elle a ouvert la voie. Infirmière pendant les guerres mondiales, elle promeut des valeurs de paix et de liberté sur lesquelles les pays européens pourraient se réunir. Elle crée une revue hebdomadaire, l'Europe Nouvelle. Elle a remporté les élections européennes du Parlement européen en 1979 en vantant les mérites d'une base européenne sur la culture commune et non pas que sur la politique. L'Union européenne reste aujourd'hui sur les idées de Louise Weiss. Sa vision de la paix et de la liberté, sa volonté d'unir les peuples et de développer une culture commune. Eliane Vogel-Polsky, avocate belge, a elle aussi marqué l'histoire de l'Union européenne. C'est elle qui a fait connaître l'applicabilité directe de l'article 119 du traité CE relatif à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui s'applique dans tous les pays membres de l'Union européenne. Elle a également obtenu que la Cour de justice de l'Union européenne reconnaisse le principe d'égalité et de non-discrimination comme un droit fondamental de l'UE. Véritable mère de l'Europe sociale, elle est une des mères fondatrices pour l'incarnation des combats pour l'émancipation féminine après la Seconde Guerre mondiale. Son investissement a renforcé sa conviction quant à la nécessité de mener des luttes juridiques à l'échelle européenne. Sofia Corradi, pédagogue italienne, appelée Mama Erasmus, a pensé la mobilité européenne. En effet, c'est elle qui imagina en 1969 le programme Erasmus qui se concrétise presque 20 ans plus tard, en 1987. Elle avait constaté après une mobilité aux États-Unis que son université d'origine, la Sapienza à Rome, ne reconnaissait pas son diplôme obtenu à l'étranger. Aujourd'hui encore, Sofia Corradi reste une infatigable militante pour le programme d'action européen pour la mobilité étudiante. Certains, comme l'écrivain Umberto Eco, considèrent que Erasmus a créé la première génération de vrais Européens. Nilde Iotti, résistante italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, lutte pour les droits des femmes. Elle milite pour le droit de vote des femmes et est considérée comme mère fondatrice de la République italienne, chargée de rédiger la section de la nouvelle constitution en 1946 consacrée à la politique familiale. Elle devient membre du Parlement européen en 1969 et souhaite dès le départ des élections au suffrage universel pour le Parlement européen, combat récompensé en 1979. Elle estimait que cela conférerait à l'institution un mandat inébranlable et la crédibilité nécessaire pour agir au nom des citoyens. Angela Merkel a été la chancelière de l'Allemagne pendant 14 ans. Élevée dans l'ancienne République démocratique d'Allemagne, elle prend à la suite de son ascension politique la tête du Parti chrétien-démocrate en 1998 et devient chancelière en 2005. Elle est surnommée Angela Europa ou Reine de l'Europe car elle incarne l'Union européenne sur la scène internationale, ayant un poids politique majeur dans les discussions au sein du Conseil européen, la seule après la dame de fer Margaret Thatcher. Elle met en avant que l'entente franco-allemande est nécessaire et utile à l'Europe, tout en se tournant vers les autres pays européens. Les mères fondatrices est une expression à prendre avec des pincettes. Les femmes n'étaient peut-être pas en première ligne lors de la création de l'Union, mais elles ont joué un rôle indéniable lors de sa construction. Il a cependant fallu attendre les années 70 pour que les femmes atteignent des postes de responsabilité politique au sein de l'UE. C'est en 1978 pour la première fois qu'une femme dirige une institution européenne. Fabrizia Baduel Glorioso, au sein du Communauté économique et sociale européen. Elle devient ensuite députée européenne. Mais c'est en 1979 pour la première fois qu'une femme est présidente du Parlement européen. Après les premières élections au suffrage universel, une femme atteint les plus hauts postes de l'Union européenne. Cette femme est Simone Veil. Simone Veil est considérée comme une pionnière de l'Union, une fervente avocate de la construction européenne. Elle défendra en France la législation de l'IVG, partageant face à une assemblée hostile sa conviction de femme. Ce combat devient ensuite un symbole fort pour l'acquisition des droits de la femme en Europe, qui forge alors sa notoriété. Elle croit fermement au rapprochement des peuples européens pour une paix durable en Europe, en œuvrant pour la réconciliation franco-allemande. Les femmes se trouvaient, même si elles n'étaient pas pionnières dans le sens peu présent dans les années 1950, aux bases de l'idée d'une union entre pays européens. Des femmes ont apporté leur contribution aux travaux du Congrès de La Haye en 1948, qui parlait d'un fédéralisme européen. Ce rôle de terrain trouve son parfait exemple à Ursula Hirschmann, une activiste antifasciste allemande et une militante du fédéralisme européen.
Elle a contribué à la diffusion du Manifeste de Ventotene, un texte précurseur du fédéralisme européen écrit en 1941 par un des pères fondateurs de l'Union, mais elle a aussi fondé le groupement Femmes pour l'Europe à Bruxelles en 1975. Certaines femmes ont effectivement marqué l'histoire de l'Union européenne grâce à leur investissement, leur fonction ou leur militantisme. Mais la question de l'égalité entre hommes et femmes est une question actuelle, car les inégalités entre hommes et femmes sont encore une réalité. Où en est alors l'Union européenne ? L'égalité entre femmes et hommes constitue une des valeurs fondamentales de l'Union européenne, remontant au traité de Rome en 1957. L'Union continue son combat contre les discriminations fondées sur le sexe à l'heure actuelle. L'Europe est une des régions aussi au monde les plus égalitaires pour les femmes. Depuis la création de l'Union, les politiques européennes ont essayé de favoriser les femmes avec plusieurs directives. En 1975 est adoptée la première directive contre la discrimination salariale, obligeant les États à en tenir compte au niveau national. La Cour de justice, dès l'année suivante, se prononce à ce sujet dans un arrêt Gabriel Defresné contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, ouvrant la voie au recours pour les citoyennes européennes voulant faire valoir leurs droits. La place des femmes dans les institutions européennes en pourcentage et en responsabilité a aussi augmenté de manière significative depuis le début de l'Union. Ces dernières ont été présentes dans des métiers de coulisses qui sont primordiaux dans le maintien de la structure européenne, mais aussi dans des postes à responsabilité politique. L'Union européenne a elle-même utilisé le terme mère fondatrice. Sur la page internet Les Pionniers de l'Europe, sur 20 personnalités, 7 sont des femmes, mais qui ne sont apparues comme vues précédemment qu'à partir des années 70. Ainsi, dans les années 70, les femmes arrivent mais à petits pas. Comme vu précédemment, Simone Veil est la première femme à remporter la présidence du Parlement européen en 1979 et depuis, seules 2 femmes ont obtenu ce poste, Nicole Fontaine de 1999 à 2002 et Roberta Metsola depuis le 2022. Simone Veil permet l'avènement des femmes au poste de présidente au sein du Parlement européen. Nicole Fontaine a mené des études de droit, devient avocate après l'obtention d'une thèse en droit public. Elle a eu de nombreuses fonctions, mais elle aussi considérée par certains comme faisant partie des mères fondatrices de l'Europe. Elle centre son action parlementaire lors de son mandat de députée européenne en 1984 sur l'Europe des citoyens. Elle s'investit dans des projets pour la jeunesse et la vie associative. Lors de sa présidence, elle défend fermement l'égalité entre les hommes et les femmes, sujet encore sensible au début des années 2000, car peu de femmes occupaient des postes à responsabilité. Roberta Metsola, juriste maltaise, est présidente depuis 2022 et est réélue en juillet 2024, avec le plus grand nombre de voix enregistrées pour un candidat dans l'histoire de l'institution. Les prochaines années nous montreront si cette troisième femme au poste de présidente marquera l'histoire comme ses prédécesseuses. Dans cette première assemblée élue au suffrage universel en 1979, seuls 15,9% des députés étaient des femmes, dont Louise Weiss. En février 2024, 40% des députés sont aujourd'hui des femmes, un pourcentage en nette augmentation depuis 1979. De plus, en 2019, les postes de présidence des commissions parlementaires sont répartis de façon égalitaire. C'est le cas de Gisèle Halimi, lors de sa candidature en 1994 au Parlement européen. Avocate française, militante pour les droits des femmes, a proposé l'adoption de la clause de l'européenne la plus favorisée. Après une analyse comparée des droits des femmes en vigueur dans les États membres de l'Union européenne, la clause consiste à appliquer à toutes les citoyennes européennes le cadre juridique fondé sur les lois les plus favorables aux femmes existant dans les différents pays de l'UE. Aujourd'hui, au sein du Parlement européen, les femmes ont des postes clés. Une femme est présidente du Parlement, 7 femmes sur 14 sont vice-présidentes, sur 5 questeurs, 2 sont des femmes et 8 femmes sur 20 sont présidentes de commissions parlementaires. Même si la parité n'est pas une obligation européenne, on se rapproche tout de même petit à petit d'un équilibre quant aux postes à responsabilité, du moins au Parlement européen. Mais concernant la Commission européenne, la place des femmes n'a pas autant augmenté dans les postes avec responsabilité politique. Entre 1959 et 1989, aucune femme n'avait été commissaire européenne, sachant que le nombre de commissaires européens correspond au nombre d'États membres et que le nombre d'États membres augmentait au fur et à mesure des années pour être aujourd'hui à 27. La première femme à devenir commissaire européenne est Christiane Scrivener de 1989 à 1992. C'est à partir de 2004 qu'une dizaine de femmes sont choisies à la Commission et en 2019 pour la première fois qu'une femme devient présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen en 2019. Sur à peu près 200 commissaires européens depuis 1958, seuls 20% ont été des femmes. Ursula von der Leyen, dès 2009, lors de son premier mandat, a directement milité pour la parité homme-femme dans les institutions européennes. Lors de sa première élection, elle a invoqué la mémoire de Simone Veil, considérée comme mère fondatrice et élue 40 ans auparavant à la tête du Parlement européen, en prônant qu'enfin, une femme est élue au poste de présidente de la Commission européenne après presque 70 ans d'existence de l'Union européenne. La Commission a en plus un rôle primordial au sein de l'Union européenne, promouvoir l'intérêt général de l'Union européenne en proposant des actes législatifs et en veillant à leur application, ainsi qu'en mettant en œuvre des politiques et le budget de l'UE.
L'arrivée en 2019 de sa première présidente permet à la Commission pour la première fois de se rapprocher le plus de la parité de son histoire. Pendant le mandat 2019-2024, il y avait 15 hommes et 12 femmes. Parmi les 7 institutions de l'Union européenne compte le Conseil européen, inauguré en 1974, une institution composée de chefs d'État et de gouvernement participant à l'exécutif de l'Union européenne. Ils sont au nombre de 29 conseillers, car il y a le président du Conseil européen et la présidente de la Commission qui siègent. Sur 29, il n'y a seulement que 4 femmes aujourd'hui, la chef du gouvernement lettonne, la chef du gouvernement italienne, la chef de gouvernement danoise et la présidente de la Commission européenne. Aucune femme n'a été présidente du Conseil européen à ce jour. Margaret Thatcher, dame de fer britannique, est d'ailleurs la première femme à siéger au Conseil européen, 6 ans seulement après l'entrée de son pays dans la CEE. Même si Margaret Thatcher n'est pas considérée comme mère fondatrice de l'Europe, elle y a joué un rôle politique de premier plan et a été la première femme à siéger dans une institution intergouvernementale ayant un pouvoir exécutif assez fort pour intervenir de façon significative dans la construction européenne. La deuxième femme ayant siégé au Conseil européen, parfois considérée comme figure féminine considérable ou même parmi les mères fondatrices, est Angela Merkel. Quant au Conseil de l'Union européenne, il est une des 4 institutions majeures de l'Union avec la Commission, le Parlement et le Conseil européen. Le Conseil de l'Union partage le pouvoir législatif avec le Parlement européen. La particularité de cette institution est qu'elle ne compte aucun membre fixe. Elle réunit les ministres de chaque État membre en fonction du sujet traité. La place de la femme au sein du Conseil de l'Union dépend donc, comme pour le Conseil européen, des compositions des gouvernements nationaux. Comme l'arrivée des femmes en politique dépend de chaque pays, la parité n'est pas spécialement un concept respecté au sein de cette institution. Il faut noter cependant une amélioration de la place des femmes au sein de postes importants, même si ce chiffre est aujourd'hui loin d'être paritaire. Mais les femmes sont tout de même présentes dans l'Union et constituent 60% du personnel du Parlement européen par exemple. Les femmes dans l'Union européenne sont aujourd'hui surtout cantonnées à des postes dans des politiques sociales et non économiques, militaires, financières, à l'exception de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne depuis 2019, ou Pervenche Berès, présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen entre 2004 et 2009. Mais cela tend à évoluer et il faut prendre en compte que les pourcentages de la place de la femme est en constante évolution depuis 1958. Mais tout cela s'explique par l'entrée tardive des femmes en politique. En effet, leur place faible en 1958 dans la construction de ce qui deviendra l'Union européenne s'explique par leur place dans les politiques nationales, qui est faible à la suite de l'après-guerre. Comme les États membres étaient responsables pendant une longue période de nommer les commissaires européens, mais aussi les députés européens avant l'arrivée au suffrage universel en 1979, et comme il y avait peu de femmes en politique à cette époque, des hommes étaient plus facilement choisis. Au fur et à mesure que les femmes se faisaient leur place dans les politiques nationales, leur place dans les institutions européennes augmentait. Le parfait exemple est la composition du Conseil de l'Union européenne. Des femmes occupent les fonctions de ministre dans les gouvernements nationaux, même si cela dépend des pays. La politique interne des partis nationaux ou européens a aussi un rôle important pour la place des femmes. Par exemple, la nouvelle Assemblée voit seulement 3 femmes à la tête de partis européens sur 8 groupes politiques. Il n'y a pas de règle européenne sur la parité des différents collèges au niveau de l'Union européenne. Cela dépend donc des États membres, si ceux-ci ont une obligation de parité ou non. Mais certains partis prennent des initiatives afin de garantir la place des femmes au Parlement européen. Les Verts, en 2004, ont décidé que le parti serait dirigé en binôme, une femme et un homme. Et même si la parité n'est pas obligatoire au sein de l'Union européenne, celle-ci a mis en place en 2006 l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui surveille justement la parité au sein des institutions de l'UE. Ainsi, même si la parité n'est pas encore en vigueur au sein de l'Union, c'est-à-dire un ratio de 50-50, l'équilibre homme-femme, lui, a un ratio de 40-60, car l'Union européenne fait la différence entre les deux. L'UE a fait de véritables progrès, non pas forcément en termes de parité, mais en termes d'égalité homme-femme depuis sa création. C'est actuellement la partie du monde où les femmes sont le plus représentées, que ce soit au sein des parlements nationaux ou européens. L'égalité homme-femme, telle que l'entend l'UE, tend à l'équilibre, que ce soit dans les postes ou dans les représentations des femmes. Et c'est un combat auquel la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est particulièrement attentive et souhaite continuer à impulser ces progrès durant son mandat. Ce souhait de parité homme-femme est effectivement un des objectifs de la présidente dans la constitution de la nouvelle Commission européenne pour le mandat de 2024-2029. Elle a souhaité former un collège de commissaires paritaires. Elle a pour cela demandé aux États membres de proposer le nom de 2 candidats, un pour chaque sexe. Mais la réticence de certains États membres s'est révélée et la volonté de la présidente de la Commission ne fait pas tout. Le résultat est que la nouvelle Commission compte 16 hommes pour 11 femmes. Certains États n'ont pas voulu jouer le jeu et n'ont présenté que des hommes pour devenir commissaires. La présidente avait déjà fait face à ces difficultés lors de son premier mandat et avant elle, Jean-Claude Juncker en 2014 et José Manuel Barroso en 2009 avaient eux aussi tenté de féminiser davantage l'exécutif européen, avec succès car le nombre de femmes au sein de la Commission a augmenté, mais loin d'être une réelle parité.
Même si la parité semble difficile à atteindre pour l'instant au sein de la Commission européenne, il faut noter que la place de la femme depuis 1958 a nettement augmenté et est devenue importante. En effet, depuis 1989, tous les exécutifs européens comptent des femmes dans leur rang. Depuis 1958, la place de la femme au sein des institutions a nettement augmenté, ainsi que le combat de l'Union pour mettre en place une réelle égalité homme-femme, même si le principe de parité n'est pas encore en vigueur et dépend donc des législations nationales. L'Union européenne prend chaque jour des mesures clés qui permettent de faire avancer petit à petit les droits de la femme et donc leur place au sein de la société européenne. Depuis 2019, l'Union a pris 3 directives primordiales pour faire avancer la place de la femme. La première concerne l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cette directive vise à favoriser l'accès à l'emploi aux femmes. La deuxième concerne la féminisation des conseils d'administration. Cette directive fixe des objectifs pour féminiser les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse, avec un objectif de 40% de féminisation des conseils d'administration. La troisième concerne la transparence des rémunérations. Cette directive prévoit que les entreprises d'au moins 100 salariés publient les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ces actions de la part de l'Union européenne sont des preuves que l'UE peut faire avancer l'égalité de genre et la place de la femme en Europe si elle en a la volonté. Ces mesures permettent une harmonisation des législations nationales sur la place de la femme. De plus, l'égalité entre hommes et femmes est une valeur fondamentale de l'Union et est inscrite dans l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette charte a une portée juridique et constitue un bouclier juridique pour les citoyennes européennes face aux législations nationales. L'égalité entre hommes et femmes reste un objectif primordial au sein de l'Union européenne. Par exemple, depuis 1984, l'institution possède une commission permanente des droits des femmes et de l'égalité des genres. Les places des femmes est donc une priorité de l'Union, et ce depuis quelques années. Toutes les directives et les normes juridiques mises en place par l'Union européenne s'appliquent aussi dans les Antilles françaises. Le traité d'Amsterdam, en 1999, pose le fondement juridique des régions ultra-périphériques, intégrées ensuite au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont des RUP. Elles sont soumises au cadre juridique européen et donc aux normes sur la place de la femme. Le Centre Europe Direct des Antilles-Guyane a ouvert ses portes en 2021 et permet d'avoir une structure de proximité entre les Martiniquais et l'Union européenne. Les femmes martiniquaises peuvent donc venir et s'informer sur leurs droits fondamentaux protégés par l'Union européenne. La représentation des Outre-mer dans l'Union européenne est une thématique à part entière et un débat. Il s'agit surtout ici de voir la place de la femme, citoyenne européenne, au sein des institutions et ce que l'Union européenne fait pour intégrer les femmes en son sein. Mais il est tout de même intéressant de voir le nombre de femmes martiniquaises qui ont pu avoir une place au sein d'une ou plusieurs institutions européennes. La place de la femme martiniquaise est une question d'actualité, de représentation des RUP au sein des institutions européennes. Aucun Martiniquais n'a été député européen avant 1988. Jean Cruzol devient le premier Martiniquais député européen qui siège pendant une année. Il faut ensuite attendre les élections de 2004 pour que 2 femmes entrent au Parlement européen. En effet, Catherine Néris, militante socialiste, remplace en mai 2007 Jean-Claude Fruteau. Puis, quelques mois plus tard, la deuxième femme martiniquaise arrive au Parlement européen en la personne de Madeleine de Grandmaison, députée européenne pendant 1 an et demi. Le dernier député européen martiniquais en date au Parlement européen est Max Orville, de 2022 à 2024. Lors des élections européennes de 2024, plusieurs Martiniquais étaient en liste, dont Béatrice Bellé, sur la liste du Parti socialiste Place Publique, mais aucun Martiniquais n'a été élu pour le mandat 2024-2029. 4 personnalités martiniquaises ont été députés européens, 2 femmes et 2 hommes, en parité parfaite, même si leur temps au Parlement européen a été suite à des désistements. Pour conclure, la place de la femme au sein de l'Union européenne est en évolution et il y a du progrès. L'Union européenne dispose tout de même de 3 femmes à la tête d'institutions sur 7. Il reste des avancées à faire, mais grâce à son poids politique, elle peut faire la différence sur l'avancée de la parité et de l'égalité des genres. L'Europe est un modèle pour beaucoup de citoyennes d'autres États du monde. Elle est à la pointe pour les droits de la femme. Elle doit poursuivre son action. Résumer la note de la Fondation Schuman suite à son rapport de 2021 sur l'égalité homme-femme au sein de l'Europe. Les mères fondatrices ont grandement contribué à la réalisation de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Elles ont permis et permettent encore aujourd'hui la représentation de la place de la femme au sein de l'Union, au sein de la société, tout en faisant avancer les droits de la femme, l'égalité entre hommes et femmes. La contribution des femmes à l'idée de l'Union européenne et à la construction européenne peut ainsi être considérée comme importante et, lors de certains épisodes, sans doute décisif. Cette contribution ne doit pas être oubliée et devrait être plus connue. L'histoire de la communauté est redevable à des femmes qui, si elles n'ont pas toutes laissé leur nom à des lois ou à des institutions, n'en ont pas moins joué un rôle décisif dans la construction de l'Union européenne. Pour la place de la femme martiniquaise au sein de l'Union, il reste ici des améliorations à faire, l'Union n'ayant par exemple connu que 2 femmes martiniquaises au sein du Parlement. Mais plusieurs femmes martiniquaises sont souvent dans des listes pour les élections européennes et s'il y a des désistements, il se peut qu'une Martiniquaise se retrouve au Parlement pour le mandat 2024-2029. L'Union a fait des progrès, mais il ne faut pas s'arrêter. Pour finir, Evelyne Regner, ancienne présidente de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen, expliquait que non seulement les femmes peuvent surmonter toutes les crises,
mais elles sont également à l'avant-garde de la politique future. Faisons enfin du XXIe siècle le siècle des femmes. Et si l'Europe, tout simplement, avait besoin de ces femmes pour continuer d'avancer et surtout de s'améliorer. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Fréquence Caraïbes. Nous vous donnons rendez-vous le 2e lundi du mois prochain pour une nouvelle émission. Monde qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Monde qui fait l'Europe, c'est tous les 2e lundis du mois de 11h à 12h. Monde qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote comprendre et surtout, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.